Bonjour et bienvenue à Isola 2000. Nous sommes sur l'e-Trophée Andros à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. Nous allons parler de véhicules électriques, nous allons parler de mobilité électrique avec des plateaux fabuleux. Alors sur ce plateau, pour commencer, je vais vous présenter nos invités. Nicolas, bonjour. Nicolas Prost, bonjour. Bonjour. Robin de Vogelaire, directeur de la communication d'Enedis, bonjour. Bernard Mouret, directeur régional d'Enedis, bonjour. Et enfin, Anno Kloismeyer, vous êtes le président de SAP Labs, bonjour. Merci, bonjour. Alors nous commençons avec vous, Nicolas. Je rappelle très brièvement votre long palmarès quand même. Vous avez participé à de nombreuses épreuves des 24 heures du Mans avec Rébellion Racing. Vous avez intégré le team Lotus Renault en Formule 1. Vous êtes titulaire de 3 titres de champion du monde sur Formule électrique. Et après une saison en GT4 au volant d'une Renault Alpine, on vous retrouve ici avec le team Racing, DA Racing sur le Trophée Andros. Et alors le Trophée Andros, vous avez toujours été là. Et même en 2008-2009, vous avez remporté l'électrique. L'électrique pour vous, ça a toujours été dans votre ADN ? Je ne sais pas si ça a toujours été dans mon ADN. Après, souvent c'est un paradoxe, moi qui suis pilote de sport automobile, mais qui suis aussi quelqu'un qui est grandi en pleine campagne, dans la nature. J'aime pas trop la pollution, je suis quelqu'un qui fait attention, qui mange bio, tout ça. Donc je pense qu'au fond de moi, en fait, je savais que le sport auto, on sait que ça pollue, comme tous les autres sports d'ailleurs, et qu'il fallait à un moment prendre des décisions. Je pense que dans les 100 dernières années, dans l'automobile, notre but, ça a été d'amener de la performance, d'amener beaucoup de choses, et maintenant, en fait, la performance, on en a largement assez. Ce qu'il faut, c'est qu'on réduise l'impact global, parce qu'on parle souvent d'une pollution d'une voiture, mais ce qu'il faut voir, c'est l'impact global. C'est général. Et je pense que le sport automobile doit être un vecteur, un laboratoire pour développer des nouvelles technologies, des nouvelles idées et nous permettre à notre planète de faire mieux. Alors justement, est-ce que vous croyez que le véhicule électrique soit une solution pour l'avenir de l'automobile et du sport automobile qui est parfois en difficulté ? Alors, je dirais que aujourd'hui, c'est très difficile parce que je pense que personne n'a vraiment. Quand on parle d'impact global, ça implique énormément de choses. Ça implique aussi des projections sur le développement, sur la densité énergétique future des batteries, sur comment on va produire l'énergie. Donc, est-ce que l'électrique va représenter, moi je pense, une partie en tout cas du parc automobile? Est-ce que ça va être 10, 20, 30, 80, 100%? Ça, je pense que personne aujourd'hui peut le dire parce qu'il y a beaucoup encore de questions. Est-ce qu'on va avoir un parc fait de moitié d'hybride, moitié d'électrique, ça je sais pas. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, le sport automobile doit se tourner vers l'électrique. Et surtout quand on est dans un cadre comme le Trophée Andros, quand on a des courses courtes, donc on n'a pas de problème d'autonomie, je pense que ça aurait été... Maintenant, on était à un point où ça n'aurait pas été normal même de ne pas y passer. Je pense que c'était une obligation. C'était le bon moment, la bonne bascule alors ? Je pense que le trophée a été très très avant-gardiste parce que comme on disait, les premiers développements c'est 2005-2006. Absolument. On arrive avec un vrai championnat en 2009-2010, premier championnat électrique. Ensuite, il y a eu la Formule 1, mais c'est arrivé comme 5 ans après. Et je pense que maintenant c'était vraiment le temps où on devait passer au 100% électrique en tout cas. Alors, vous revenez à la compétition avec une Renault au volant de la Renault Zoé 2. Vous êtes le premier à piloter sur ce véhicule. Quelles sont vos sensations et vos impressions sur la glace ? Je pense que le travail qui a été fait par les équipes d'Hexagone, de Luc Marchetti et puis du DA Racing et de Renault aussi pour fabriquer cette voiture, on a une voiture vraiment très très performante. On voit que le niveau global du trophée est très performant, mais je pense que c'est un super... déjà c'est un outil de plaisir incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment une voiture très très plaisante à conduire et je suis vraiment très heureux d'avoir intégré le DA Racing avec Renault parce que c'est une superbe équipe avec une très très belle ambiance, une vraie volonté de gagner mais dans une bonne atmosphère. Et je suis vraiment très heureux de ce début de saison. En tout cas, Nicolas, merci d'avoir pris un peu de votre temps parce que je sais qu'avec les techniciens en permanence, vous réglez les véhicules. Bonne course. On vous retrouve évidemment à Serre-Chevalier et après, ce sera Superbès pour la finale. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Alors, je me tourne vers vous, Robin de Vogelaire. Vous êtes le directeur de la communication d'Enedis. Nicolas a remporté 2009-2010 le premier trophée électrique dont vous étiez déjà partenaire. Ça fait 10 ans que vous êtes partenaire. Est-ce que le Trophée Andros a toujours été un laboratoire pour la transition énergétique, l'énergie, l'électricité ? Nous sommes chez Enedis évidemment très fiers d'être partenaire de cette course qui est
à la fois une course de légende, mais une course aussi d'innovation, puisque c'était la première course au monde en électrique et en plus sur glace. Ça fait vraiment partie de la mission d'Enedis, puisque notre principale mission est de faciliter l'essor du véhicule électrique, et notamment par le biais du raccordement des bornes de recharge. Et là, on a un bon mix parce que, évidemment, on s'appuie sur des pilotes de renom comme Nicolas, qui font la promotion de ces véhicules électriques, et notamment la performance, et une performance dans des conditions qui sont extrêmes, puisque là, on est sur la glace, bien sûr, mais on est à 2000 mètres d'altitude, et à minima à 2000 mètres, et on voit que ça fonctionne. Ici, on est raccordé au réseau électrique d'Enedis. Donc, c'est à la fois la promotion du véhicule électrique et également de la mission d'Enedis. Alors justement, vous en parliez, l'engouement de plus en plus important des citoyens pour le véhicule électrique. Est-ce que vous avez des chiffres qui nous parlent d'évolution? Est-ce que vous avez des projets, des prospectives? Alors ça évolue évidemment tous les jours, puisque Enedis est implanté sur l'ensemble du territoire en France, et donc les projets évoluent, les demandes des collectivités locales bien sûr, et également des privés. Là on est environ à 30 000 points de recharge, bornes de recharge publiques qui sont raccordées sur le réseau électrique d'Enedis. D'ici 2 ans, on sera à peu près à 100 000, et d'ici 10 ans, on sera à 7 millions de bornes de recharge électrique. Alors que dites-vous par exemple aux anti-électriques? On ne va pas se retourner vers Nicolas puisqu'il a dit depuis toujours il est à l'électrique, mais aux anti-électriques qui disent oui, la charge ça ne fonctionne pas, que fait-on de ces batteries pour les recycler? Que dites-vous aux anti-électriques? Alors moi j'en connais pas les anti-électriques, oui. Bon, peut-être que ça existe, hein, mais moi j'en connais pas. Je connais surtout des gens qui se plaignent et des famines, de l'asthme, de la pollution, du CO2. On a enfin une solution sur l'électrique, ou alors de l'hybride bien sûr, et hybride rechargeable. Nous, notre rôle en tant que service public, on est là et on va faire en sorte de pouvoir avoir des bornes, qu'on se trouve dans une agglomération, enfin dans une métropole, en milieu rural ou dans une station de ski comme Isola. Eh bien, vous aurez des bornes et on pourra venir en véhicule électrique. Alors justement, nous sommes à Isola 2000, à une encablure de Nice. Nice sera l'étape départ, le grand départ du Tour de France. Et vous êtes aussi partenaire du Tour de France. Alors on est partenaire du Tour de France, partenaire historique du Tour de France. On est sur le dossard pour faire simple, et nous venons de signer donc un engagement avec AESO, les organisateurs, pour les aider, les accompagner aussi dans leur transition écologique et notamment énergétique, et de passer progressivement à la mobilité électrique sur le Tour de France. Merci Robin, je me tourne tout de suite vers le directeur régional Côte d'Azur Enedis. Bonjour Bernard Mouret. Bonjour. Alors, on dit souvent que Nice, sa métropole, sont précurseurs dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique. Est-ce que vous auriez 2 exemples à nous donner ? En effet, le département des Alpes-Maritimes, plus particulièrement la métropole de Nice-Côte d'Azur, a la réputation d'être une région très dynamique, attirant des nouvelles technologies. Je souligne tout l'intérêt d'Enedis d'accompagner des projets tels que ceux sur Andros, puisque ça attire énormément de personnes qui veulent découvrir cette mobilité électrique, puisque depuis 10 ans, vous le savez, nous suivons ces expériences et cette innovation sur les circuits. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que l'ensemble de la flotte passe en électrique. Et croyez-moi, tous nos invités sont vraiment heureux. Alors, en effet, cette place de Nice-Côte d'Azur est particulièrement dynamique. Nous avons beaucoup de projets innovants, avec l'Europe en particulier. Je citerai pour la mobilité électrique 2 d'entre eux. Le premier bus électrique qui vient d'être raccordé au réseau et qui est utilisé sur la promenade des Anglais, qui fait qu'en fait, avec le tramway, qui est déjà bien sûr une mobilité électrique, fait que tout l'axe est-ouest de Nice est en mobilité électrique. Il n'y a plus de thermique sur cet axe-là. Et donc nous avons pour cela nous avons été sollicités pour raccorder 2 bras qui vont recharger le bus lorsqu'il arrive en bout ou en début de ce trajet. Donc la ligne 12, 6 bus électriques. C'est la première de la région PACA. Région Sud PACA. Ouais. Le deuxième projet qui là est en cours d'étude, c'est l'électrification du port de Nice. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est impressionnant. Et je crois que le premier enjeu de la prochaine mandature, j'imagine du futur maire de Nice, sera de réduire considérablement la pollution autour de ce port qui accueille encore des bateaux et des méga-yachts qui sont en propulsion traditionnelle thermique. Donc là, on a amené déjà l'énergie, donc on a cette disposition
proposition depuis nos postes sources au sein de Nice à mener ces lignes électriques qui nous ont permis d'ailleurs de construire le tramway. C'est là où il y avait toute l'usine de retraitement des boues et autres rochers qui avaient permis de creuser le tunnel. Et on va garder cette alimentation électrique pour fournir l'énergie aux méga-yachts qui rentrent qui dans vont le port. venir et qui vont ainsi pouvoir se sourcer à l'électricité, couper les moteurs et donc réduire toute émission de particules aux environs du port Olympia. Alors, j'ai une petite question. Nicolas le disait, Robin le disait. Évidemment, on est tous de plus en plus attirés par le véhicule électrique. On va en parler avec Anno tout à l'heure. Mais juste une question. Si je me fais l'avocat du diable, je dis, mais est-ce que le réseau va tenir, Bernard? Parce qu'on est en droit de se dire, plus de gens vont se brancher. Est-ce que le réseau va tenir? Est-ce que je pourrais me brancher où je veux? Monsieur l'avocat, oui, le réseau va tenir, je vous le garantis. Vous pouvez dire ça au diable. Ouais. Je vous garantis, le réseau tiendra. Et pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que les consommations que l'on projette dans l'usage du véhicule électrique avec plus de 7 millions de bornes, ça sera 5 à 10% de la consommation actuelle. Donc, en aucun cas, nous pourrons ou nous devrons augmenter la puissance de production sur notre réseau. Donc ça, c'est très clair. La deuxième chose, c'est que, et c'est un exemple probant, nous sommes aujourd'hui dans une des plus belles stations de ski du sud de la France. Absolument. Il fait grand beau, la station est pleine, toutes les remontées fonctionnent à l'électricité. Ouais. Les chauffages électriques qui sont très présents sur cette station des années 70 fonctionnent aussi. Et nous avons connecté l'ensemble des voitures électriques du Trophée Ambrosse. Donc croyez-moi, je suis serein. Toute la journée, ça a été le cas hier. Ouais, absolument. Il n'y a eu aucun problème sur le réseau. Bernard, pour terminer, quel est le grand axe prioritaire pour Enedis région Côte d'Azur pour 2020 ? Comment on se projette ? C'est très simple. On pourrait citer plusieurs projets, mais je vais insister sur un point majeur. Si on veut véritablement que la mobilité électrique soit une réalité, il faut implanter des bornes non seulement sur le public, nous en avons 1400 parmi les 33 000 au niveau national sur les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas suffisant, certes, mais ce n'est pas ça le levier d'action. C'est véritablement les parkings publics, parkings privés, et surtout les résidences collectives. Il faut pouvoir équiper les résidences collectives parce que 90% de la recharge se fait soit chez soi, soit en entreprise. Donc le défi pour nous, c'est d'arriver à simplifier toutes les modalités techniques et administratives pour que les syndics prennent des décisions et équipent leurs résidences. Donc Enedis est un leader dans l'accompagnement de cette transformation qui est vraiment là, la transformation écologique. Merci beaucoup Bernard. Alors comme vous le voyez, nous sommes en plein cœur d'un paddock. Les techniciens travaillent sur les véhicules. Dans quelques minutes, les premiers tours encore de qualification. C'est assez impressionnant et nous sommes très heureux de vous faire vivre cela quasiment en direct. Je me tourne vers vous maintenant, Anno Klausmeier. Vous êtes le président de SAP Labs, acteur majeur de la mobilité électrique dans la région sud. Alors, depuis 2019, vous avez banni de votre catalogue les voitures de fonction thermique. Quel est votre objectif pour 2020-2021 ? Oui, effectivement, nous avons banni toutes les voitures thermiques de notre catalogue. C'est-à-dire aujourd'hui, les employés peuvent choisir entre électrique ou électrique. Ouais. Ils ont beaucoup de choix maintenant, mais on laisse le choix libre. Ils peuvent choisir des Renault Zoe jusqu'à la Tesla. Ça, on ne met pas des restrictions. Évidemment, il y a une contrepartie déduction de la paie. Bien sûr. Évidemment. Et bon, quelle est la motivation ? Parce qu'on veut faire quelque chose pour la planète contre l'échauffement climatique. On veut réduire la pollution, particules fines, les NOx, etc. Les projections pour 2021, 2022, maintenant nous sommes à 75% des taux des voitures électriques. On a 280 voitures des fonctions et on est à 210 qui sont pure électriques. D'accord. Battery Electric Vehicle. L'année prochaine, on sera à 90 et fin 2022, on termine le dernier contrat thermique. 100% électrique. 100% électrique. Quelle innovation avez-vous développée pour gérer justement votre flotte d'entreprise en véhicules électriques ?
Bon, on a vraiment appris beaucoup. Au début, on ne savait rien. On ne pouvait même pas distinguer courant alterné du courant direct, etc. à son époque-là. Maintenant, on est vraiment devenus des experts. On a déployé énormément de bornes chez nous, même 2 chargeurs rapides. On va encore installer un super fast charge à 150 kW et encore plus. Évidemment, on a vu que oui, le réseau tient très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Enedis, avec Bernard, il n'y a aucun souci, mais il faut quand même le gérer d'une façon intelligente. C'est-à-dire, si maintenant tous les Français en même temps commencent à tourner la machine à sécher, le fer à repasser, on aura un problème. Évidemment, ça c'est juste la théorie. La pratique c'est différent. Mais nous, on va faire sûr avec notre logiciel que ça va jamais se passer. On va aller vers une charge intelligente, c'est-à-dire on va contrôler avec notre logiciel la recharge. Comme ça, on va jamais dépasser un certain niveau. Yeah. Est-ce que ça a été compliqué néanmoins de convaincre vos collaborateurs de passer du thermique à l'électrique? Ah oui, je peux vous dire, c'était très dur au début. C'était vraiment, j'ai dû vraiment faire... Mais quelles étaient les résistances? Parce que ce que vous dites, quand Nicolas en parle parfaitement, ouais. Il le dit, c'est on lutte contre le réchauffement climatique, c'est une réalité, mais... Les gens, la majorité des gens, il y a peut-être 5 à 10% des idéalistes. Je dirais 80% des gens, ils pensent à leur porte-monnaie, à leur confort. Et il y a 5 à 10% qui disent toujours non. C'est un peu comme une distribution Gauss normale, ce qu'on a appris dans la mathématique. C'est comme ça, on ne peut pas changer l'humanité. On peut pas changer l'humanité. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut quand même pousser un peu. Ce qu'on a utilisé, c'est le bâton et la carotte. C'est des vieux systèmes. On a évidemment donné des incentives supplémentaires pour que les gens, entre 2015 et 2019, font le choix vers l'électrique, et en même temps on a commencé à le faire plus dur pour les thermiques. On a banni 2016 le diesel et on a dit bon, maintenant c'est terminé, on va plus donner des cartes de recharge pour l'essence, etc. mais on donne des cartes de recharge pour l'électrique, etc. C'est-à-dire même pour quelqu'un qui regarde juste son porte-monnaie, à la fin, ils peuvent dire, ah oui, mais ça c'est beaucoup moins cher de prendre une Zoé ou je ne sais pas, même une Jaguar, ça me coûte beaucoup moins cher que quelque chose équivalent thermique. Et comme ça, on a pu convaincre la majorité. Et maintenant, je suis vraiment très content, même ceux qui étaient réservés au début sont récemment venus. J'étais vraiment très fier, il y a trois employés qui sont venus chez moi, ils disent, Hanno, tu as eu raison. C'est vraiment bien l'électrique, on est vraiment super convaincus, c'est bien que tu n'a pas changé le cap à son époque-là. Eh bien, félicitations. Alors, comme nous sommes sur le plateau et qu'il y a du Enedis, qu'est-ce que vous leur demanderiez à Enedis? Bon, Enedis, c'est pour moi un partenaire naturel, parce qu'il faut peut-être se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va voir le futur? Le futur, on va avoir beaucoup d'énergie renouvelable, et l'énergie renouvelable, sauf l'eau et biogaz, c'est quand même intermittente. Yeah? C'est-à-dire, il faut gérer ça. Deuxièmement, on a beaucoup de voitures électriques qui consomment beaucoup d'électricité. Et c'est-à-dire, les énergies intermittentes, on peut les gérer parce qu'on aura des stockages d'un côté, oui. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir la demande n'est pas statique. On peut réguler la demande. On veut travailler avec Enedis, quand Enedis, ils ont des problèmes de réseau, qu'eux peuvent dire, bon, monsieur SAP, baissez un peu la puissance de vos bornes. On va leur donner la possibilité de baisser. C'est-à-dire, la demande sera flexible également. Et pour ça, on a besoin d'un partenaire de Enedis. On ne peut pas faire ça tout seul. Ça, c'est comme moi, je vois le futur. C'est-à-dire une demande flexible et également beaucoup d'énergie intermittente. Hanno, merci beaucoup. Bernard, merci beaucoup d'être venu. Robin, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, on a commencé avec, on va dire toi, parce que c'est difficile de se vous voyer sans arrêt. Quel serait le mot de la fin et quel mot pourrait dire un pilote de ton niveau pour convaincre ceux qui, demain matin, vont se dire, bon, allez, j'y vais pas acheter une voiture électrique?
Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est quand on voit la performance aujourd'hui d'une voiture électrique sur la glace, quand on voit la performance d'une Formule E, je pense qu'il ne faut plus douter de la capacité de l'électrique. Maintenant, on a des voitures qui ont honnêtement largement 400 km d'autonomie. Donc, réfléchissez à votre vie de tous les jours. Ça ne va pas vous poser un énorme problème d'avoir une voiture comme ça. Arrêtez de penser qu'au départ en vacances qui arrive une fois par an. Et je pense que la deuxième chose, c'est que quand même l'écologie, c'est une responsabilité collective. C'est pas que l'État, ça va être à tout le monde de faire des efforts et qu'il faudra à un moment peut-être sortir de son habitude, de son petit confort pour aider, et que c'est pas quelque chose que l'État pourra faire. Il faudra que les gens, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Donc réfléchir à l'utilisation que vous faites de votre voiture et vous demander si finalement une voiture électrique, finalement, ce serait pas est plus confortable parce que finalement vous la rechargerez chez vous et voilà, il vous fera un petit pas dans le sens de l'écologie. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous. Alors on se retrouve très prochainement à Serre-Chevalier avec d'autres invités et on continuera à parler évidemment de mobilité électrique et de transition énergétique. À très bientôt.